Salut à toutes et à tous, c'est Aniki, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 61 de Dragon Ball Super, chapitre qui départage énormément la communauté entre des avis allant d'un extrême à un autre. Mais qu'en est-il de la réalité? Eh bien on va voir ça tout de suite, générique. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Eh bien je le trouve d'un certain point de vue moins intéressant à analyser que le précédent. Là où le précédent me permettait d'élaborer une grosse théorie autour du Mega Tenogokui, celui-ci reste bien plus dans les clous, ce qui me donne beaucoup moins de matière. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire dessus, bien au contraire. Première chose, j'ai été relativement déçu par ce chapitre. Là où le début de l'arc me hypait à mort et apportait un vent de fraîcheur monstrueux par rapport à l'arc tournoi du pouvoir, cet énième chapitre n'arrive pas à me surprendre dans le bon sens du terme. Vegeta sur le point de tuer Molo me rappelle énormément un certain passage dans FNF. À ce niveau-là, c'est limite du copier-coller tant sur le dessin que sur l'exécution. Surtout que Vegeta répète la même erreur, à savoir perdre du temps à discuter au lieu d'exécuter. Bon après je dois bien avouer que c'était plus surprenant que pour le cas de Freezer et que même s'il s'était exécuté, rien dit que Molo n'aurait pas pu s'enfuir avec sa magie quoi qu'il arrive. D'ailleurs, là où le combat Goku contre Molo dans le chapitre précédent affichait de beaux enchaînements via des chorégraphies plus stylées, ce combat contre Vegeta fait totalement l'inverse. Ça fonce majoritairement tout droit, Vegeta se fait balayer et il refonce tout droit une énième fois. Bref, l'exécution est répétitive et seules les deux dernières pages avant le plot twist affichent enfin quelque chose d'intéressant. Les mouvements deviennent plus circulaires, ce qui leur donne plus de vie, ça donne de l'espace à la lecture, ce qui est beaucoup plus agréable à lire. Et le plot twist, parlons-en. Toyotaro a uniquement deux moyens d'apporter de nouvelles techniques, personnages ou transformations dans des BS. Soit il en crée de nouvelles de toutes pièces, soit il réécrit par-dessus les anciens travaux de Toriyama. Concernant la nouvelle technique de Vegeta, fission forcée de l'esprit, c'est la deuxième option qui a été choisie. En soi, on n'en a jamais entendu parler avant, on savait même pas que c'était possible, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Et pourtant, malgré que je trouve ça bien pensé, il y a quelque chose qui cloche selon moi. Goku était au courant de l'existence de cette technique, malgré ça, il n'a pas pensé une seule seconde à son utilisation face à Molo et ne l'a même jamais mentionné. Mais Vegeta, lui, oui, ce qui apporte trois problèmes. Premièrement, comment fonctionne cette technique? Tout ce que voit le lecteur, c'est Vegeta qui donne des coups, tout ce qu'il y a de plus simple. Comment ça fonctionne? Comme d'habitude, on nous demande d'y croire sans nous donner aucune explication. Deuxièmement, cette technique est censée fonctionner avec des fusions. Or, on n'a absolument jamais parlé de fusion par rapport aux techniques de Molo. Il aspire de l'énergie, oui, mais il ne fusionne pas avec ses victimes. Et même si on sait que l'énergie est liée à l'âme et que donc il y a forcément un lien étroit dans cette histoire, eh bien une fois encore, pas d'explication. Troisièmement, pourquoi Goku n'en a jamais fait mention par le passé, contre Gatai Zamasu par exemple? Eh bien il ne pouvait pas, car ce dénouement n'était pas prévu à l'avance. Là il a limite d'écrire par-dessus des travaux qui se suffisaient à eux-mêmes à l'époque. Il n'y avait pas besoin de plus et il en rajoute une couche inutilement pour pouvoir régler son intrigue. Bref, c'est maladroitement exécuté. Aïe. Coup dur pour Guillaume. C'est quelque chose de récurrent et vraiment frustrant chez Toyotaro. Vu que c'est lui qui écrit les dialogues, Toriyama n'a pas la main sur l'exécution de ses idées. Le problème étant qu'on finit avec un fameux ta gueule c'est magique sans pouvoir rien en dire. Quand ça sort d'absolument nulle part et que t'as pas d'explication derrière, t'as en général une chance sur deux pour apporter une ou plusieurs incohérences derrière. Et ici c'est malheureusement le cas. Une fois que Vegeta a séparé Molo de l'énergie qu'il a aspirée, il renvoie toute cette énergie vers ses propriétaires. Et là ça devient un casse-tête monstrueux bourré d'incohérences. On pourrait supposer que pour s'approprier l'énergie d'un autre, Molo supprime l'identité de l'énergie qu'il aspire. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, une fois que l'énergie ne lui appartient plus, elle n'a plus aucun propriétaire, ça devient juste une masse d'énergie vide, donc elle est censée disparaître. Mais imaginons que c'est pas ça, vu que l'énergie retourne vers ses anciens propriétaires. Le problème, c'est qu'on se retrouve démuni d'explications, puisqu'on n'a pas plus de pistes pour pouvoir trouver des hypothèses supplémentaires. Troisième problème, comment l'énergie qui a été aspirée peut-elle ressusciter son ancien propriétaire? Dans le cas où Molo aspire l'âme et l'énergie de son utilisateur, ok, pourquoi pas, ça voudrait dire que la source n'est pas morte, mais juste inconsciente, et ça rejoindrait ce qui a été dit plus tôt. Mais ça n'a jamais été dit, et si c'est pas le cas et que c'est juste de l'énergie, eh bien c'est pas censé fonctionner. Dans Dragon Ball, après la mort d'une personne, son âme fait son petit voyage jusqu'au roi Enma, et c'est une règle fondamentale qui n'a pas d'exception. Surtout que la notion qui ressort le plus avec Molo, c'est la mort. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est compliqué pour pas grand chose, tout ce qu'il faut retenir c'est que Toyotaro a introduit un élément dans ce chapitre, mais n'y donne quasiment pas d'explication, ce qui apporte des incohérences. Après effectivement on peut dire oui mais c'est une œuvre fictive, blablabla, ça existe pas, blablabla, c'est normal, blablabla, ça n'empêche qu'une histoire, qu'elle soit fictive ou non, doit se plier à des règles de littérature. Tu peux pas raconter ce que tu veux n'importe comment. Dans W, la notion d'énergie est fondamentale et commence à trouver ses marques dès les premiers chapitres. Apocalypse explique bien au petit blond qu'il ne peut pas s'approprier l'énergie d'une autre entité de son propre chef et que même s'il essayait, ça ne fonctionnerait pas forcément, voire ça pourrait même être dangereux pour lui. L'énergie est liée à l'âme, à l'identité. Cette même énergie ne peut techniquement donc pas être utilisée par quelqu'un d'autre, sauf exception. Mais j'en donne toujours des explications personnellement. Ça rend la chose crédible pour le lecteur dans un environnement fictif, car oui, ce n'est pas parce que c'est fictif que l'univers n'est pas crédible.
crédible, c'est même le but de ton œuvre, être crédible. Si Toyotaro introduit n'importe quoi n'importe comment, Dragon Ball Super perdra de la crédibilité, et je pense que c'est déjà le cas depuis un moment, et au final le manga perdra juste une grande partie de sa fanbase en plus d'être catégorisé comme mauvaise œuvre. Bref, vous vous rendez bien compte que c'est pas possible et qu'il faut corriger le tir. Par la suite, Molo s'enfuit avec sa magie jusqu'à Seven Tree en expliquant qu'il avait créé une sauvegarde au cas où. On sait qu'il avait demandé à Seven Tree de copier sa magie, mais on n'a toujours pas d'explication sur comment il a créé cette sauvegarde ou comment ça fonctionne. Et il finit par déguster Seven Tree comme TK78 face à un tacos triple viande. J'en ai vu des choses. Grosse déception ensuite qui était attendue de tous, Vegeta se fait littéralement one shot. Comme à son habitude, j'ai envie de dire. Le pire, c'est que malgré que ça finisse toujours de la même manière, Vegeta n'apprend toujours pas de ses erreurs. On rigole, mais ce même sur Vegeta déshumanise le personnage qui se comporte limite comme un automate. Si Vegeta est un personnage aussi coté aujourd'hui, c'est notamment grâce à sa remise en question et ses sacrifices dans l'arc Boo. J'irai pas jusqu'à dire que tout a été balayé d'un revers de la main, mais en tout cas on en perd clairement de l'intérêt. Cet arc avait apporté tellement d'humanité et de sens dans le personnage qu'il le rendait crédible et même inclashable aux yeux du lecteur. Sans cette identité et l'intérêt de ses remises en question, bah c'est tout simplement plus le cas, et même si sa défaite a un sens puisque plot twist, c'est chiant de voir toujours la même conclusion autour du personnage. Bref, pour en revenir à Molo, gros point positif malgré tout, c'est un excellent antagoniste très différent de tous ceux qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui dans Dragon Ball et ça fait du bien. On aime ou on n'aime pas, mais le fait est que c'est un antagoniste original et très malin, ce qui le rend extrêmement coriace. L'évolution de l'histoire autour du personnage a été très bien construite et très bien amenée, celui-ci a toujours un plan B et il a réussi à arriver à ses fins en retrouvant sa forme d'antan malgré les obstacles qui lui faisaient face. Et malgré ça, je suis vraiment pas fan de sa dernière forme qui a été introduite dans ce dernier chapitre. Le caractère design me fait penser à n'importe quel personnage issu de Dragon Ball Heroes ou Dragon Ball Xenoverse. On perd l'identité originale qu'avait Molo sur ses deux précédentes formes et je trouve que ça fait énormément perdre en charisme au personnage. Chose surprenante à noter pas du tout, toutes les personnes qui suivent SDBH n'ont rien trouvé de choquant dans cette nouvelle forme, preuve que la communauté a le cerveau aseptisé par cette licence et est prête à accepter tout et n'importe quoi du moment que ça rentre dans les standards déjà établis. Bref, c'est super triste mais la dernière case de ce chapitre me donne espoir. Voir Goku, Gohan et Piccolo prêts à se battre ensemble me hype légèrement en espérant que le combat ne sera pas rushé permettant de le faire durer un minimum de temps, que là où les solutions qui seront trouvées pour vaincre Molo seront convaincantes et trouveront leur originalité, et enfin et surtout que Toyotaro donne des putains d'explications dans ce qu'il introduit, c'est très important. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce 61e chapitre? Je vous ai posé la question dans l'espace communauté de la chaîne et j'ai pu voir des retours globalement positifs. Le dictateur gentil nous disait par exemple ceci: Toyotaro devrait prendre un peu plus de risques. Le mec quand il a créé des BAF, tu sentais sa passion et son imagination infinie. Alors au-delà d'avoir peu confiance en ton pseudo, je suis à moitié d'accord avec toi. Je suis d'accord sur la prise de risque. Globalement, ses idées, caractère design et dialogue restent beaucoup trop dans les clous, mais j'imagine que c'est dû à Toriyama qui peut refuser à peu près tout ce qu'il veut. Par contre, pour l'imagination infinie, je suis un peu moins d'accord. Faut pas oublier qu'il y avait deux versions de Dragon Ball AF et que Toyotaro s'était grandement inspiré de la seconde qui était de Young Gigi. Kakuga quant à lui nous disait qu'il avait bien aimé le contenu du chapitre mais qu'il trouvait les dialogues affreux. Et là je ne peux qu'acquiescer, j'en avais déjà parlé sur Twitter, j'irai pas jusque dire que les personnages ne sont pas respectés à cause de ça précisément, mais il est clair que Toyotaro ne sait pas écrire de bons dialogues, et ça pour de moult raisons. S'il devait travailler sur quelque chose en ce moment, ce serait clairement sur ça. Kakuga ne s'arrête pas là puisqu'il nous montre qu'il faut toujours conclure sur une note positive. Mais c'est le meilleur chapitre depuis maintenant quelques temps et ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette review du chapitre 61 de Dragon Ball Super vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.